Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation complète du constructeur de page Elementor. On va s'intéresser dans cette vidéo à la version gratuite et vous allez voir qu'avec celle-ci, on peut déjà faire de nombreuses choses et ça suffit pour la plupart des cas. Donc je vais vous présenter dans les moindres détails ce page builder pour que vous puissiez créer vos pages et créer les designs que vous souhaitez. Juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur et on va aller dans Extensions, Ajouter. Et on va tout simplement taper Elementor. Et c'est cette extension donc, qui va nous permettre de construire nos pages. Moi, je l'ai déjà installé. Vous aurez juste à faire installer maintenant, puis à l'activer. Vous pouvez voir que c'est un constructeur de pages qui est très populaire, 5 millions d'installations. Donc, il est compatible avec la plupart des thèmes. Par exemple, si vous avez le thème OceanWP, Astra, Storefront, Cadence, voilà, tous ces thèmes sont complètement compatibles avec Elementor, donc vous pouvez l'installer sans souci. Et une fois que le constructeur est installé, si je me rends dans page, toutes les pages, je vais créer une nouvelle page. Je vais lui donner un titre, par exemple page de test. Et ici, on a un nouveau bouton qui est apparu, modifier avec Elementor. Donc de base, on a le constructeur Gutenberg, qui est le constructeur par défaut sur WordPress, mais qui est assez limité, surtout quand on débute pour faire des mises en forme, ça peut être un peu compliqué. Et là, vous allez voir qu'avec Elementor, vous allez vraiment pouvoir créer les mises en page que vous souhaitez. Donc je vais enregistrer le brouillon et je vais cliquer sur modifier avec Elementor. On va maintenant arriver dans le constructeur de page et on va voir les options de base déjà, donc les options qui concernent la page. Pour cela, on se rend ici dans réglages et on arrive dans les réglages de la page. Donc là, c'est des réglages globaux qui vont s'appliquer à toute la page. On peut ici modifier le titre que j'ai défini précédemment, l'état, donc moi je l'ai mis en brouillon, mais on peut directement la publier depuis ici. On peut définir de masquer le titre. Moi, par défaut, le titre est masqué, donc là, on ne le voit pas. Mais vous, si on voit le titre ici, par exemple, page de test, eh bien, vous pouvez le masquer pour l'enlever et mettre un titre avec le constructeur de page Elementor et le mettre en forme comme vous le souhaitez. Et ensuite, on arrive à une option un peu plus intéressante qui est le modèle de page. Par défaut, c'est le modèle que vous avez défini par votre thème. Donc, est-ce que vous avez une sidebar? Est-ce que c'est en pleine largeur ou pas? Ensuite, on a Elementor Canva. Donc là, ça va tout simplement enlever l'entête et le pied de page. Ça peut être utile pour faire ce qu'on appelle des landing pages ou des pages de vente. C'est-à-dire que votre page n'aura aucun en-tête, aucun pied de page, il y aura juste du contenu. Donc cette option, elle va être très intéressante pour des stratégies de marketing digital. Et ensuite, si je reviens sur réglage, on peut passer également en pleine largeur. C'est-à-dire que tout ce qu'on va ajouter sur la page sera étiré pour que ça prenne vraiment toute la largeur de la page, que ça aille de tout à gauche à tout à droite. Nous, on va rester par défaut. Ensuite, toujours dans les réglages de la page, on a l'onglet Yoast SEO, donc si vous avez ce plugin, vous pouvez directement voir si votre page est optimisée pour le référencement. Si vous ne connaissez pas ce plugin, j'en ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. Et ensuite, dans l'onglet Style et Avancé, on n'a pas grand-chose d'intéressant. Donc, on va retourner là où on était de base. Donc, je clique ici et je reviens sur le menu de base avec tous les widgets. Et juste avant de commencer, c'est important que vous compreniez bien la notion de constructeur de page et de thème et quelle est la différence entre les deux. Le thème, il va agir sur votre site et l'apparence globale, notamment l'entête et le pied de page, donc des éléments qu'on retrouve sur toutes les pages et qui seront similaires. Tandis que le constructeur de page, comme son nom l'indique, eh bien, il va uniquement vous permettre de construire le contenu de vos pages. Donc vous n'allez pas pouvoir modifier votre entête ni votre pied de page avec Elementor, vous allez simplement modifier l'intérieur de la page. Pareil, si vous mettez une colonne latérale, eh bien, elle sera générée par votre thème, enfin la mise en forme sera générée par votre thème et vous ne pourrez pas la modifier avec Elementor. C'est pareil par exemple pour les pages qui sont générées automatiquement, la page blog qui liste tous vos articles de blog, eh bien sa mise en forme elle est générée par le thème. Pareil pour la page produit par exemple, vous ne pouvez pas la modifier avec Elementor. Ça vous pouvez le faire uniquement avec la version pro d'Elementor. Donc si vous voulez vraiment créer une page produit vraiment personnalisée, eh bien là il va falloir passer par la version pro. Avec la version gratuite, vous allez simplement pouvoir modifier des pages uniques. Et on verra également une petite astuce pour pouvoir modifier votre en-tête et votre pied de page avec Elementor. Donc maintenant qu'on a vu la différence entre un constructeur de page et un thème, on peut commencer à s'intéresser à Elementor et voir ce qui est possible de faire avec. Donc c'est très simple, ça fonctionne grâce à des widgets, donc des petits éléments que vous allez pouvoir directement glisser sur votre page. Vous pouvez voir qu'on a les widgets basiques, ensuite les widgets de la version pro qui sont verrouillés. Donc là on peut fermer ce volet parce qu'il ne sert à rien. Et d'autres widgets après secondaires. Donc nous, on va s'intéresser pour l'instant aux widgets principaux. On va glisser par exemple le titre. Et vous voyez qu'ici, j'ai mon titre. Et à chaque fois qu'on va glisser un widget, on va avoir trois onglets. On a l'onglet contenu, où là, on va pouvoir tout simplement mettre le contenu. Donc ici, il s'agit de notre titre. Mais si par exemple, c'est un widget image, eh bien, ça va être pour mettre votre image. Ensuite, l'onglet style, c'est tout ce qui va concerner l'apparence. Et option avancée, on verra ça un peu plus tard. Donc là, imaginons que je veux modifier mon titre. Je mets par exemple « Bienvenue sur mon site ».
J'ai juste à taper et voilà, je peux très facilement modifier mon titre. Ensuite, on a différentes options qui vont dépendre de chacun des widgets. Par exemple, dans ce cas-là, je peux ajouter un lien. Donc par exemple, si je veux faire un lien vers la page Nos services, soit je colle directement l'URL, soit je commence à taper le titre de la page, par exemple service. Et vous voyez que on va pouvoir cliquer ici et avoir directement le bon lien. Une fois qu'on a mon lien, je peux décider de l'ouvrir dans un nouvel onglet ou ajouter une balise nofollow. Si vous ne savez pas ce que c'est une balise nofollow, on ne va pas voir dans cette vidéo puisque c'est des notions de référencement. Mais si ça vous intéresse de développer vos compétences en référencement, j'ai sorti une formation là-dessus et vous trouverez le lien en description. Donc hop, je vais décocher ouvrir dans une nouvelle fenêtre et je vais fermer les options du lien. La taille, on peut mettre petit, moyen, grand, XL, XXL. Ça, vous verrez que la taille, on peut vraiment la modifier au pixel près dans l'onglet style, donc on va le voir juste après. Et l'alignement, donc est-ce que vous le mettez à gauche, centré, à droite? Pour un titre, souvent on va le mettre centré par exemple. On va maintenant aller dans l'onglet style et là on va pouvoir modifier l'apparence de notre titre. Donc tout d'abord on a la couleur du texte, je peux facilement sélectionner une couleur. Là je peux déplacer facilement le curseur pour avoir la couleur que je souhaite, par exemple du vert. Moi je vais mettre du bleu pour que ça soit en accord avec le reste de mon site, avec l'en-tête et le pied de page. Et on peut également ajouter de la transparence. Donc si je veux que mon titre soit transparent, eh bien je peux diminuer comme ceci. Bon là dans ce cas-là c'est pas très utile, mais dans certains cas particuliers ça peut être utile d'ajouter de la transparence s'il y a un élément derrière par exemple. Donc voilà, je vais laisser comme ça et je vais fermer ici. Ensuite on a la typographie, donc tout ce qui concerne la police. Et là encore on a beaucoup d'options, on va pouvoir choisir la police qu'on veut. Vous voyez qu'on a énormément de polices, ce sont des polices de Google. Voilà, par exemple je peux mettre cette police. Ici je peux changer la taille au pixel près et je peux définir la taille soit en fonction des pixels, soit en EM, donc c'est une autre façon de définir la taille. Et ça VW, c'est une taille qui va dépendre de la taille d'écran de l'utilisateur. Donc moi souvent je travaille plutôt en pixels, mais vous pouvez définir la taille autrement. Hop, je vais repasser en pixels, par exemple on va mettre 35 pixels. La graisse, eh bien, c'est tout simplement l'épaisseur des lettres. Donc là je suis sur 700, mais je peux passer à 200 ou à 100. Là c'est une police qui est très épaisse de base, donc même quand je suis à 100, c'est épais. Mais il y a d'autres polices où ça sera beaucoup plus fin, donc je vous laisserai voir. Ensuite, transformation, est-ce que toutes les lettres sont en majuscule? Est-ce que tout en minuscule? Ou capitalisé, ça va mettre une majuscule au début de chaque mot. Moi, je vais mettre en majuscule par exemple. Et le style normal, italique ou oblique. Et décoration, on peut souligner, surligner, ligne en travers, donc par exemple pour mettre un prix barré, et aucun. Donc vous voyez que même pour un titre, il y a énormément d'options. On peut modifier l'auteur de ligne. Bon là, ça va pas servir à grand chose parce que c'est pas un paragraphe. Et l'espacement des lettres. Donc vous voyez qu'on a déjà énormément d'options. Au début, vous pouvez peut-être être un peu perdu, c'est normal. Mais voilà, vous n'allez pas vous servir de toutes les options à chaque fois. Donc moi, je vous montre un peu tout ce que vous pouvez faire et vous verrez ce dont vous avez besoin pour vos cas particuliers. Ensuite, on peut ajouter de l'ombre. Donc là, on peut régler le flou de l'ombre. On peut régler la couleur, par exemple si je mets sur rouge pour que ça se voit un peu plus. Et on peut soit le mettre horizontalement, soit le décaler sur l'axe vertical. Par exemple comme ceci. Là, si je ne mets pas flou du tout, eh bien on voit le texte comme ceci. Et ça peut créer un petit effet sympa. Et le mode de fusion, c'est comment va apparaître l'ombre par rapport au texte. Donc ça, si vous ne connaissez pas tous ces modes de fusion, c'est pas la peine de vous y intéresser, c'est plutôt pour les web designers. Ensuite, on arrive dans le troisième onglet qui est l'onglet avancé. Et là, on va avoir la notion de marge et de marge interne. Donc vous voyez qu'ici, mon titre, il est collé à ma bordure bleue de mon bloc. Et je vais pouvoir modifier soit la marge. Donc là, ça va ajouter de l'espace entre ce bloc et les autres éléments. Ou la marge interne qui là va ajouter de la marge à l'intérieur du bloc. Donc pour que ça soit un peu plus clair, je vais aller dans Avancer et je vais mettre un arrière-plan juste ici. Vous voyez qu'on peut mettre un arrière-plan sur notre titre. Donc soit un arrière-plan classique, soit un dégradé. Donc là, je vais choisir une couleur, par exemple du rouge. C'est vraiment juste pour l'exemple. Vous pouvez également choisir de mettre une image en arrière-plan, comme ceci. Là, on voit pas trop parce que c'est tout noir, mais on va mettre une autre image. Et vous aurez votre image en arrière-plan. Et vous pouvez modifier la position, la taille. Donc ça, je vous laisserai voir toutes les options si ça vous intéresse. Souvent, derrière un titre, par exemple, on ne va pas mettre d'image en arrière-plan. On verra d'autres cas particuliers où ça peut être intéressant de mettre une image. Nous, on va laisser une couleur. Et on peut également modifier au survol, changer la couleur. Donc hop, si je mets par exemple du vert au survol, vous voyez que dès que je passe ma souris dessus, on change de couleur. Et je peux augmenter la durée de transition pour que ça fasse un effet de fondu entre le rouge et le vert. Donc hop, je vais enlever ça moi. Et je vais juste laisser la couleur d'arrière-plan pour que vous puissiez comprendre les notions de marge et marge interne. Là, si j'ajoute des marges, je mets 10 pixels par exemple.
voyez que là, au-dessus, ça m'a ajouté un espace. Tandis que si j'ajoute une marge interne, eh bien l'espace va être ajouté directement à l'intérieur du bloc. Vous voyez que du coup, ça agrandit l'arrière-plan rouge. Là, les valeurs sont liées, mais je peux également modifier les valeurs individuellement. Pour cela, j'ai juste à décocher ceci. Et là, on peut voir que c'est pas symétrique entre le haut et le bas. Donc, je vais ajouter de la marge en haut. Donc, je rajoute de la marge interne, par exemple 25 pixels, et c'est déjà un peu mieux. Voilà, pareil pour la marge, là, vous pouvez la modifier ou la réduire. Moi, je vais enlever ça et je vais rester par défaut. Ensuite, on a index Z. Donc là, c'est pour définir la valeur sur l'axe Z. C'est donc pour créer des effets de chevauchement entre plusieurs éléments. On verra un peu plus tard, je vous montrerai comment faire, comment l'utiliser, ça sera un peu plus clair. Et ID de CSS, classe CSS, c'est si vous avez des notions en code CSS, et bien là, vous allez pouvoir définir le nom de cet élément pour pouvoir ensuite le modifier avec du code CSS. Donc là, on rentre vraiment dans des options avancées. C'est pas forcément très intéressant si vous êtes débutant. Ensuite, on a l'effet de mouvement. On va pouvoir très facilement mettre des animations aux différents éléments de notre page. Par exemple, si je mets fade in, ça va mettre un fondu. Je peux mettre fade in up. Voilà, ça fait un petit effet. Vous verrez que vous avez plein d'effets. Par exemple, sliding down ou une rotation. Voilà, après, il y a des effets comme ça que je vous déconseille d'utiliser puisque ça n'est pas du tout professionnel. Et on dirait plutôt que vous vous amusez juste à mettre plein d'effets pour rien. Donc moi, je vous conseille plutôt de rester sur des effets simples, par exemple le fondu ou le fade in up. Voilà, c'est les deux effets qu'on voit le plus souvent et les deux effets qui font le plus professionnel et les plus épurés. Ensuite, on va pouvoir définir la durée de l'animation, normale, lent, vous voyez que l'animation est beaucoup plus lente, ou rapide. On va rester sur normal. Et là, le délai, ça va être un délai que vous allez pouvoir définir avant que l'animation commence. Donc, après le chargement de la page, il va y avoir ce délai, puis l'animation va se lancer. Par exemple, si je mets 1000, eh bien, ça va attendre une seconde avant que l'animation se lance. Par exemple, là, si je mets prévisualiser les modifications, vous voyez que la page charge, on attend une seconde et après, le titre arrive. Donc là, ça peut être intéressant si vous avez plusieurs éléments et vous pouvez faire des délais entre les éléments pour qu'ils chargent petit à petit et ça peut créer un effet qui est pas mal. Ensuite, arrière-plan, donc on l'a déjà vu précédemment. Bordure, vous allez pouvoir ajouter des bordures tout simplement à votre élément. Donc soit vous mettez un rayon de bordure et vous voyez que même si on n'a pas défini de bordure, là on a type de bordure, on est toujours sur aucun, mais ça va arrondir les côtés. Là c'est pareil, vous pouvez délier les valeurs. Par exemple, si à droite, je ne veux pas que ça soit arrondi et ni à gauche, eh bien ça sera arrondi juste dans les coins supérieurs et inférieurs. On va pouvoir mettre une ombre de boîte pour créer un petit effet comme ça qui fait ressortir l'élément. Et l'ombre, c'est pareil, je vais pouvoir la décaler, agrandir le flou, la diluer. Voilà, il y a plein d'options que je vous laisserai explorer. Nous, on va l'enlever. Et je vais enlever l'arrière-plan pour que vous puissiez bien voir les bordures. Donc là, on va se mettre sur continu. Et vous voyez qu'on a nos bordures qui apparaissent. On peut très facilement modifier la largeur, donc l'augmenter ou la diminuer. Et c'est pareil, on peut à chaque fois délier les valeurs pour augmenter individuellement les valeurs. Là, vous voyez que ça augmente juste à droite. Donc là, moi, je ne sais pas pourquoi mon titre n'est pas bien centré dans le bloc. Ça vient des réglages par défaut de mes titres. Mais vous, normalement, ça sera bien centré. Moi, c'est juste que j'avais fait quelques modifications pour augmenter par défaut l'espace en bas des titres. Mais vous, si vous mettez une bordure, le titre sera bien centré au milieu. Il n'y aura pas de problème. Et on a différents types de bordures, donc double, pointillé. Moi, si vous mettez une bordure, je vous conseille de rester sur quelque chose de simple, de rester sur continu. Mais nous, on va tout enlever. Et ensuite, c'est des options plus avancées qu'on ne verra pas dans cette vidéo ou alors qu'on verra un peu plus tard. Donc voilà, on a fait le tour des 3 onglets pour l'élément titre. Maintenant, je vais vous montrer d'autres widgets qu'on va voir beaucoup plus rapidement. Donc par exemple, si je rajoute une image, on peut très facilement ajouter une image de notre médiathèque. Moi, je vais ajouter cette image par exemple. Non, plutôt une image en format paysage. Voilà. Et on va pouvoir définir la taille. Par exemple, médium, vous voyez que ça réduit. Mais moi, quand vous choisissez la taille, ce que je vous conseille de faire, c'est de rester soit sur entière, soit mettre une grande taille, par exemple 1024, pour conserver la qualité de l'image et pas que l'image soit réduite à un certain nombre de pixels. Et ensuite, vous allez pouvoir modifier la largeur directement ici. Ici, ça va conserver le nombre de pixels, donc ça ne va pas dégrader la qualité de l'image, mais vous allez quand même pouvoir modifier sa taille. Tandis qu'ici, si je mets 300 pixels, vous voyez que l'image, si je veux l'agrandir, eh bien, on a ensuite une mauvaise qualité. Je vais même me mettre en 150 pour qu'on voit vraiment la différence. Vous voyez que ça dégrade vraiment la qualité de l'image, tandis que si je me mets sur entière ou sur large, on a une bonne qualité. Ensuite, vous allez pouvoir changer l'alignement de l'image, mettre une légende et un lien, donc pour que l'image soit cliquable, ou alors si vous mettez fichier média, ça va tout simplement ouvrir l'image en plus grand dans une nouvelle fenêtre. Ensuite, l'onglet style, donc on a vu un petit peu qu'on pouvait modifier la largeur, pareil pour la hauteur, on peut définir une hauteur maximum. Je vais revenir à la version initiale, voilà.
Ensuite, on a des effets qu'on peut ajouter sur l'image. On peut modifier son opacité, par exemple pour la mettre un peu transparente. Là, moi je vais la mettre à 1. Et ici, on a ce qu'on appelle des filtres CSS. Donc, c'est des petits effets qu'on va pouvoir ajouter aux images. Par exemple, la flouter un petit peu ou baisser la luminosité. Voilà, vous avez plein d'options comme ceci que je vous laisserai regarder. Et vous allez pouvoir modifier ces options au survol. Donc ça peut créer une petite animation sympa. Par exemple, si au survol, je baisse un peu la luminosité, que je mets une durée de transition à 0,5, et bien quand je survole l'image, vous voyez que la luminosité baisse un peu. Et donc si vous mettez un lien, on comprend directement que c'est cliquable. Vous avez également des animations au survol. Par exemple, vous pouvez faire grossir l'image quand vous la survolez. Et il y a plein d'options. Pareil, il y a des options qui ne sont pas très utiles, enfin qui sont surtout qui font pas professionnel, donc que je vous déconseille d'utiliser, par exemple buzz out. Moi, je vous conseille de rester sur quelque chose de simple, par exemple grossir l'image. Ça, moi, les animations de survol, j'utilise plutôt pour les boutons. Pour une image, je vois pas trop l'intérêt. Mais pour les boutons, ça va permettre de faire ressortir l'appel à l'action. Donc hop, je vais enlever l'animation. Et c'est pareil, ici vous avez rayon de bordure. Donc comme on l'a vu précédemment, vous pouvez mettre des coins arrondis à vos images. Et ombre de boîte, on l'a vu également précédemment, vous pouvez mettre une ombre. Ça peut permettre de faire ressortir un élément. Donc pour une image, ça peut être pas mal, si vous voulez la faire ressortir, de mettre une ombre de boîte. Rester sur une ombre assez discrète. Et ensuite on a l'onglet avancé. Donc là on retrouve les mêmes options que tout à l'heure, donc on va pas revoir. Vous voyez que pour chaque élément, en fait, l'onglet avancé va toujours être pareil. Et on a quelques variations uniquement dans l'onglet contenu et dans l'onglet style. Et je vais importer un dernier widget, c'est l'éditeur de texte. Donc là, ça va tout simplement vous permettre de faire vos paragraphes. Donc ici, vous pouvez très facilement taper votre texte. Vous avez toutes les options classiques d'un éditeur de texte. Vous pouvez mettre en gras, en italique, souligner. Ensuite, vous pouvez faire une liste à puces, une liste numérotée, insérer un lien. La plein écran, c'est pour pouvoir taper directement votre texte ici. Moi, je vous déconseille de le faire, c'est pas très agréable. Je vous conseille plutôt de taper votre texte sur un éditeur de texte classique comme Word, qui est fait pour et qui sera beaucoup plus pratique, et ensuite de faire des copier-coller. Mais si vous voulez taper directement ici, c'est possible également. Et si on clique ici, on a une barre d'outils avec beaucoup plus d'options. Par exemple, pour modifier la couleur du texte directement ici, ça peut être utile si vous modifiez par exemple la couleur juste d'un mot ou quelques mots dans le texte, puisque si vous allez dans style et que vous modifiez la couleur, ça va le faire pour tout le paragraphe. Donc si vous voulez changer la mise en forme uniquement pour un certain mot, eh bien vous pouvez le faire directement ici. Vous pouvez également barrer le texte. Et ici, vous avez une boîte avec tous les caractères spéciaux. Donc ça peut servir dans certains cas également. Hop, je vais fermer la barre d'outils. Vous pouvez ajouter une lettrine. Donc vous voyez qu'on a une lettrine juste ici. Vous pouvez modifier également le nombre de colonnes. Par exemple, mettre sur 2 colonnes le texte. Ça peut être utile également dans certains cas. Et ensuite, vous pouvez modifier l'écart de colonnes. Si je mets 4 colonnes, ça sera un peu plus clair. Vous voyez qu'on peut facilement modifier l'écart pour avoir quelque chose de plus lisible et d'avoir les colonnes plus distinctes. Moi, je vais rester sur une colonne. Ensuite, dans l'onglet style, on retrouve l'alignement, la couleur du texte, la typographie. Donc là, on a vraiment les mêmes options que sur le bloc titre, puisque ça concerne du texte également. Maintenant qu'on a nos 3 éléments, on va voir comment fonctionne la structure d'Elementor. Vous voyez que quand je survole un élément, on a un petit encadré bleu autour. Donc ça, c'est mon widget et c'est le premier niveau. Ensuite, on a la colonne. Donc là, c'est juste ici. On peut voir qu'on a des pointillés tout autour. Donc ça, c'est ma colonne. Ici, j'ai une mise en forme en une seule colonne. Et ensuite, le niveau encore au-dessus, c'est la section. Donc c'est juste ici l'encadré en bleu qui englobe ma colonne, ou toutes mes colonnes si j'en ai plusieurs, et qui va englober également tous mes widgets qui sont à l'intérieur. Et donc pour les sections et pour les colonnes, vous allez pouvoir également modifier certains réglages. Ça peut être utile par exemple si vous souhaitez mettre un arrière-plan sur toute votre section, plutôt que mettre un arrière-plan à chaque fois sur les éléments, eh bien vous allez le définir directement ici, et ça va s'appliquer sur toute la section directement. Donc on va voir les réglages d'une section. Pour cela, on clique juste ici sur les petits points. Et on a plusieurs réglages de mise en page. Par exemple, là, je suis sur encadré, mais je veux passer en pleine largeur. Pour qu'on voit bien la différence, c'est si je me mets en encadré, vous voyez qu'on a une largeur délimitée. Là, par exemple, je suis sur 900 pixels à peu près. Et si je me mets en pleine largeur, eh bien, ça va s'étirer sur toute la page. Vous voyez que le texte va vraiment de tout à gauche à tout à droite. La plupart du temps, mais pas en pleine largeur, enfin surtout quand il y a du texte, ne vous mettez pas en pleine largeur parce que du coup le texte sera moins lisible. Quand vous avez du texte, c'est mieux d'avoir une largeur encadrée, par exemple de 700 ou 800 pixels, pour qu'il n'y ait pas trop d'aller-retour à faire et que ça ne fatigue pas l'œil du lecteur, notamment pour les articles de blog. Donc voilà, souvent on reste sur une largeur encadrée. On va mettre par exemple 1000 pixels. Ensuite, on a l'écart de colonne. Cette option, on la verra juste après quand on verra comment ajouter des nouvelles colonnes. La hauteur, ça va être soit adapté à l'écran, et donc en fait, ça va prendre toute la hauteur de l'écran de l'utilisateur, soit une hauteur minimale. Donc par exemple, là, je suis à 400 pixels, mais si je l'augmente, eh bien, ça va faire minimum 900 pixels. Donc, vous voyez que ça va ajouter de l'espace pour que cette section fasse 900 pixels.
Donc ça, c'est pas très utile, hein, surtout au début, vous l'utiliserez pas trop. Je vous conseille de rester par défaut. Ensuite, on a l'alignement vertical. Donc, est-ce que je vous mettez au milieu, ou en bas, ou en haut? Donc là, on va mettre une hauteur minimum pour que ça se voit. Par exemple, là, je suis à 800 pixels. Et on peut voir que c'est aligné au milieu de ma section. On a un espace identique ici et ici. Tandis que si je mets un alignement vertical en haut, je ne sais pas pourquoi ça ne change pas. Normalement, c'est censé bouger les éléments. Ah oui, c'est parce que il faut d'abord que je modifie la position de la colonne. Là, la position de la colonne est au milieu. Vous voyez que les pointillés sont au milieu. Mais si je mets la position en haut, mon contenu va monter et je peux mettre en bas. Et si je me mets sur étirer, vous voyez que ma colonne prend toute la section. Les pointillés vont vraiment de tout en haut à tout en bas. Et là, je vais pouvoir modifier l'emplacement de mon contenu. Par exemple, mettre au milieu, en haut, ou ajouter l'espace entre. Donc c'est pour avoir un espace pour que le contenu soit vraiment étiré. Vous voyez qu'il est collé en haut et en bas de la section. Espace autour pour avoir un espace en haut et en bas de chaque élément. Et espace uniforme pour qu'on ait un espace identique et symétrique entre chaque widget. Bon, là on en arrive vraiment dans des options avancées. Vous voyez qu'il y a énormément d'options, peut-être que vous êtes un peu perdu, mais encore une fois, là je vous montre ça dans la vidéo pour que ça soit bien clair et que, au cas où, si vous en avez besoin un jour, vous sachiez comment faire. Mais à vos débuts, je ne pense pas que vous allez utiliser toutes ces options. Donc moi, je vais retirer l'auteur minimum, je vais me remettre sur par défaut. Ensuite, étirer la section. Là, moi, elle est déjà étirée, ma section. Vous voyez que la barre bleue va de tout à gauche à tout à droite. Mais vous, dans certains cas, selon les réglages de votre thème, peut-être que votre section va s'arrêter au niveau de la colonne. Elle s'arrêtera juste ici. Donc si vous cochez cette case, eh bien, ça va permettre de l'étirer. Et ça peut être intéressant si vous mettez un arrière-plan, puisque si vous mettez une couleur d'arrière-plan et que la section n'est pas étirée, eh bien l'arrière-plan va s'arrêter au niveau de la colonne, il va s'arrêter juste ici, donc ça fait quelque chose de pas terrible. Tandis que si vous mettez une section étirée, eh bien l'arrière-plan va vraiment s'étaler de tout à gauche à tout à droite. Donc moi, j'ai pas besoin de le cocher dans mon cas puisque c'est déjà fait par défaut, mais vous, je vous conseille de laisser cocher si vous souhaitez mettre un arrière-plan. Et ensuite, la structure, là, c'est si vous avez plusieurs colonnes, donc encore une fois, on le verra juste après. On va aller dans l'onglet style et justement, je parlais de l'arrière-plan, et bien c'est là que vous allez pouvoir l'ajouter. Vous allez ici sur classique, et vous allez pouvoir ajouter soit une image, soit une couleur, comme tout à l'heure. Donc on a classique et dégradé, ça ne change pas de quand on l'a vu tout à l'heure pour le titre. Mais on peut voir qu'on a deux nouvelles options. On va pouvoir ajouter directement une vidéo en arrière-plan, ou bien un diaporama, c'est-à-dire plusieurs photos. Bon, ces options, sauf dans certains cas particuliers, je vous déconseille de les utiliser, à part vidéo, mais diaporama, à part si vous savez vraiment ce que vous faites, je vous déconseille, ça peut donner un style assez ancien à votre site, et nuire à sa lisibilité. Souvent, on reste sur un arrière-plan classique ou sur une image fixe. Moi, je vais ajouter une image. On va mettre celle-ci, par exemple. Voilà, une image qui prend bien toute la largeur. Vous voyez qu'ici, vu que j'ai ma section étirée, on a l'image qui va de tout à gauche à tout à droite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter de nouveaux éléments pour vous montrer un petit effet. Donc là, j'ajoute une nouvelle section et je vais ajouter des images comme ceci. Donc, je reviens sur ma section, je reclique ici, je reviens dans mes réglages. Et là, on peut modifier la position. Donc, par exemple, si je veux mettre supérieur droit, inférieur droit, vous pouvez choisir la position qui vous correspond le mieux pour que l'image s'affiche correctement. Et l'option que je voulais vous montrer, c'est dans Fichier, Joint. On peut mettre Fixe. Et là, l'image va tout simplement être fixée. Et donc, quand on scrolle, vous voyez que ça crée un petit effet. L'image ne bouge pas et c'est le contenu qui vient par-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un effet parallaxe. Et c'est pas mal utilisé. Donc voilà, vous pouvez utiliser ce petit effet pour ajouter quelque chose de professionnel à votre site. Puisque quand on voit ça, ça peut paraître compliqué quand on ne connaît pas comment faire des sites. Mais en réalité, c'est une option toute simple. Moi, je vais rester sur par défaut. Répéter, c'est si l'image est trop petite, vous pouvez la répéter. Donc ça, on va le voir directement avec la taille. Si je me mets dans contenir, non pas dans contenir, plutôt dans personnaliser, je vais mettre une petite taille pour que l'image soit répétée. Voilà, vous voyez que l'image est répétée autant de fois possible pour couvrir toute la section. C'est pas terrible, moi je vous conseille plutôt de faire en sorte que ça soit l'image une seule fois qui prenne toute la taille. Et pour cela, vous pouvez utiliser couvrir pour que l'image, même si elle est trop petite, eh bien, elle va être étirée pour couvrir toute la section et couvrir de gauche à droite. Donc bien sûr, pour ça, il faut avoir une image de bonne qualité avec un certain nombre de pixels, sinon ça va être pixelisé. Et ensuite, on a une option qui est intéressante, notamment si vous avez du texte, comme dans mon cas ici, eh bien, c'est la superposition d'arrière-plan. Vous allez pouvoir ajouter une couleur ou une image par-dessus. Bon, l'image, je vous déconseille, mais la couleur, ça peut être utile. Par exemple, si j'ai du texte blanc, là, on va le modifier, on va le mettre en blanc pour que ce soit plus clair. Voilà. Vous voyez que c'est pas très lisible à cause de l'image. Donc, je vais revenir sur les options. Là, je vais aller dans superposition d'arrière-plan et je vais ajouter une couleur noire
pour que l'image soit plus foncée. Et donc mon texte ressort maintenant un peu mieux. On peut modifier l'opacité. Voilà, plus je vais augmenter, plus ça va devenir noir jusqu'à ce qu'on ne voit plus l'image. Donc pas très utile. Mais vous pouvez jouer avec l'opacité pour que le texte soit vraiment très lisible. Voilà, là on peut lire facilement le texte, même s'il y a une image derrière. Et ensuite, bordure, on l'a déjà vu. Et on a une nouvelle option qui apparaît uniquement dans les sections, c'est forme de séparation. Et pour cela, je vais ajouter un peu de marge en bas pour qu'on le voit bien. Donc hop, je vais mettre de la marge ici. Je vais ajouter par exemple 100 pixels. Et je vais revenir dans mes réglages. Je reviens dans forme de séparation. Et on va mettre en bas directement, puisqu'en haut, c'est pas terrible. Et vous allez voir ce que ça donne. En fait, ça va tout simplement ajouter une forme qui permet de séparer votre section du reste du contenu. Donc ça peut créer un effet vraiment pas mal. Moi, celui que j'utilise le plus, il me semble que c'est nuage. Non, pas du tout. C'est vague, voilà. Un effet comme ceci. Et vous pouvez modifier la hauteur. Voilà, mettre un peu moins de hauteur pour que le texte soit visible. Et pareil, sur la largeur, vous pouvez jouer. Et sinon, pinceau de vague que j'utilise aussi pas mal. Sur ma page d'accueil, par exemple, Easy WordPress, c'est cet effet qui est utilisé. Donc moi, je trouve que ça rend un effet pas mal. On a également l'effet pyramide qu'on voit souvent sur des sites. Et donc ça permet de créer une cassure entre les différentes sections et ça crée un effet qui sort un peu du lot. Vous pouvez également le retourner pour que ça soit dans le sens inverse. Donc ça, en fonction des cas, ça peut être utile de le retourner pour qu'on voit mieux le texte, par exemple. L'inverser ou envoyer à l'avant-plan. Donc là, c'est pour que ça passe par-dessus l'élément, il me semble. Je vais enlever la marge pour voir. Là, je me mets à 0 et je vais cocher envoyer à l'avant-plan pour voir ce que ça change. Hop, forme de séparation. Non, là, dans ce cas-là, ça ne change rien. Normalement, ah oui, c'est parce que le texte est blanc sur blanc, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas. Je vais repasser en noir. Et là, vous voyez que si je coche envoyer à l'avant-plan, eh bien, la cassure va cacher mon élément, tandis que là, le texte va dépasser de la cassure. Donc c'est mieux de le mettre en avant-plan et de faire en sorte que le texte soit visible dans toute la section. Comme ça, il n'y a rien qui dépasse de la cassure, sinon ça n'est pas très propre. Donc voilà pour ce qui est des réglages de la section. Vous pouvez bien évidemment modifier les marges également et mettre un effet de mouvement qui va s'appliquer directement à toute la section. Là, les marges, tout à l'heure, je suis allé les modifier dans le bloc texte, mais en fait, j'aurais mieux fait de les modifier directement ici, c'est plus rapide. J'aurais pu ajouter une marge interne, mettre en bas 100 pixels, et vous voyez que du coup, j'ai un espace qui s'ajoute juste ici. Maintenant qu'on a vu les réglages de section, on va voir comment ajouter des colonnes et comment créer des réglages. Donc ici, moi, je vais rester sur une seule colonne et je vais supprimer cette section. Et là, on va pouvoir en ajouter une nouvelle. Donc pour ajouter une colonne, c'est simple. Soit je clique ici sur le petit plus et je crée une nouvelle section avec différentes colonnes. Vous voyez qu'ici, on a plein d'options. Soit si vous êtes déjà dans une section et que vous voulez ajouter la colonne après l'avoir créée, eh bien ici, vous pouvez cliquer sur le petit logo, faire un clic droit et ajouter une nouvelle colonne. Et vous voyez que votre colonne va s'ajouter. Moi, je vais l'effacer et je vais aller ici créer un nouveau bloc. Donc, je vais me prendre 3 colonnes, par exemple. Et ici, on arrive dans les réglages de la section. Donc ça, on a déjà vu, c'est les réglages qui sont ici. Mais on va pouvoir modifier les réglages pour chacune des colonnes. Donc, je clique ici et on a différents réglages. On a la largeur de colonne qu'on peut modifier soit manuellement. Ici, par exemple, si je tape 70, normalement, je suis censé avoir 70%. Mais là, ce n'est pas le cas, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il prend 7% et pas 70%. On va mettre 30 par exemple, ou 25. Vous voyez que là, je me mets à 25%. Et si je l'agrandis, eh bien, je peux le faire manuellement comme ceci. Avec ma souris, je peux décaler mes colonnes très simplement. Si je retourne dans les réglages de section, tout à l'heure, on avait vu l'écart de colonne. Donc là, on va pouvoir le modifier. Là, j'ai pas encore de contenu, donc ça ne se voit pas. Et j'ai également la structure que je peux modifier. Donc, par exemple, là, si je me mets 50, 25, 25, vous voyez qu'ici, j'ai 50%, 25 et 25. On va repasser sur une mise en forme homogène avec 33% de partout. Et je vais ajouter un peu du contenu dans ma colonne pour que vous puissiez voir la différence entre les différents écarts de colonne. Hop. Là, un petit raccourci que je peux faire, c'est copier-coller à chaque fois mon élément. Et même, je peux, par exemple, effacer cette colonne. Et si je veux exactement recréer la même colonne, je peux cliquer ici et faire dupliquer. Et ça va me rajouter ma colonne avec les mêmes éléments. Donc ça, c'est des petites astuces, des petits raccourcis. Et à la fin de cette vidéo, d'ailleurs, je vous montrerai toutes mes astuces pour gagner du temps quand vous créez vos pages avec Elementor. Une fois qu'on a nos contenus, je peux retourner dans les réglages de la section. Et là, si je remodifie les écarts de colonnes, vous voyez qu'on n'a aucun écart. Donc là, on a vraiment les colonnes qui sont collées. Et sinon, j'ai plusieurs options. Donc là, je vous laisserai modifier si ça vous intéresse. Moi, je vais rester par défaut. Et ensuite, dans les réglages de colonnes, il n'y a rien de plus que les réglages de section. Dans ce style, vous pouvez ajouter un arrière-plan, des bordures. Donc voilà, après, c'est assez similaire aux sections.
Et le dernier élément qu'on va voir pour la structure de votre page, on a vu qu'on a donc les sections, on a les colonnes et ensuite les widgets, mais on a également la section interne. Donc ça peut être pratique si par exemple là vous avez une mise en forme en une seule colonne, vous voulez garder cette mise en forme en une seule colonne, mais vous voulez qu'à l'intérieur, eh bien, ça se divise en 2 colonnes. Donc je vais vous montrer pour que ce soit plus clair, parce que quand je parle, c'est peut-être pas assez clair. Là, je vais glisser la section interne, et vous voyez que j'ai des nouvelles colonnes qui apparaissent. Donc je peux très bien laisser mon titre, mon image et mon texte ici sur une seule colonne. Je vais le remettre en blanc. Mais ici, je peux avoir une mise en forme en plusieurs colonnes. Par exemple, si j'ajoute encore, je peux avoir 3 colonnes. Par exemple, pour ajouter 3 boutons ou 3 n'importe quel widget, eh bien, je vais pouvoir créer mes mises en forme comme ceci. Donc ça peut être utile dans certains cas, c'est bon de le savoir. Et pareil, si je vais ici dans ma section, je peux modifier l'arrière-plan uniquement pour ma section. Donc ça peut être pratique pour faire ressortir les éléments. Par exemple, là, si je mets un élément rouge, vous voyez que l'arrière-plan s'applique uniquement ici, il ne va pas s'appliquer à toute ma colonne ou toute ma section. Donc voilà, la section interne, ça peut être pratique pour faire une mise en forme en plusieurs colonnes à l'intérieur d'une colonne. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout mon contenu et on va voir ce qu'on appelle les modèles ou les templates. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant avec Elementor et qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Vous voyez qu'ici, on a un petit icône de dossier et je peux cliquer dessus. Si vous n'êtes pas connecté à Elementor, il me semble que quand vous allez arriver ici, vous allez devoir vous connecter. Moi, je suis déjà connecté, donc c'est bon. Mais vous, si vous voulez importer des modèles, il va falloir créer un compte sur Elementor. C'est gratuit, bien sûr. Et ensuite, vous arrivez à une bibliothèque de modèles. Donc, vous voyez que certains sont réservés uniquement à la version pro, mais vous en avez quand même quelques-uns qui sont gratuits. Vous pouvez aller, par exemple, dans Populaire et voir ce qui est populaire. Moi, par exemple, je vais importer celui de restaurant. Je peux cliquer ici. Là, déjà, je peux prévisualiser ma page. Et ensuite, je peux cliquer ici pour l'insérer. Je ne vais pas le faire tout de suite. Ce que je vais vous montrer d'abord, c'est qu'on peut également importer uniquement des blocs. Donc, au lieu d'importer toute une page, on peut importer uniquement un petit bloc. Donc là, j'ai différentes catégories. Pour les pages 404, pour les pages à propos, un appel à l'action. Par exemple, pour faire une FAQ, eh bien, je clique sur FAQ. Et là, j'ai différents modèles de foires aux questions que je peux importer directement. Donc, je vais retourner dans Page et je vais importer celle-ci. Je clique sur Insérer. Et voilà, j'ai ma page qui est déjà créée. Ensuite, je peux bien sûr la modifier. J'ai juste à modifier le contenu. Là, ça par exemple, si je veux l'enlever, cette en-tête, je l'enlève. Et j'arrive directement avec une page qui est très bien mise en forme et qui fait professionnel. Donc là, quand on débute, c'est vraiment idéal. On a directement un très beau design et on a juste à modifier les images et le texte. Ensuite, vous pouvez également créer vos propres modèles. Par exemple, si vous créez une section que vous voulez reprendre plusieurs endroits sur votre site, imaginons que cette section, je veux la reprendre à plusieurs endroits sur mon site. Et bien ici, je peux faire clic droit et enregistrer comme modèle. Ici, je vais taper section accueil. Je mets un titre au hasard, mais vous mettez un titre qui permet de reconnaître directement le modèle. Et vous voyez que ça apparaît dans cet onglet. Tout à l'heure, on était dans ces onglets. Et bien maintenant, on a un troisième onglet, mes modèles, et on va pouvoir directement l'insérer. Pour cela, c'est très simple. Je me rends tout en bas, je clique sur le dossier, dans mes modèles, insérer. Et là, j'ai ma section qui apparaît. D'ailleurs, avec cette section, je vais vous montrer un réglage qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est le réglage Z-index, qui était dans l'option avancée, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Eh bien, je vais vous montrer maintenant à quoi ça correspond. Pour cela, je vais aller sur ma colonne. Je vais aller dans Avancer. Marge interne, vous voyez qu'on a une marge interne à gauche de 60. Moi, je vais l'enlever et je vais même mettre une marge négative pour que le texte se superpose à l'image. Donc pour cela, ici, je vais délier les valeurs. Et la marge gauche, vous voyez que je vais la mettre en négatif et le texte va se décaler en dehors de ma colonne. Donc hop, je me mets par exemple à moins 70. Et vous voyez qu'ici, eh bien, mon texte est par-dessus l'image. Mais imaginons qu'il soit en dessous de l'image. Eh bien, c'est là que je vais pouvoir intervenir avec l'index Z pour pouvoir modifier ça. Moi, dans mon cas, imaginons que je veux que ce soit l'image qui soit par-dessus. Bon, bien sûr, c'est pas à faire. Donc là, je vais dans Avancer, index Z, et là, je vais mettre un index à 50. Et vous voyez qu'il repasse par-dessus. Donc en fait, plus la valeur sera élevée, plus l'élément sera mis en avant sur la page. Vous pouvez mettre des valeurs au hasard. Il suffit là, par exemple, de mettre 50. Et si dans ma colonne, je mets une valeur plus élevée, que je mets 51, eh bien, vous voyez que le texte repasse par-dessus. Donc là, ça peut être utile dans certains cas quand vous faites chevaucher des éléments. Et ensuite, pour que le texte soit bien lisible, par exemple, je peux imaginer que sur ma colonne, je vais mettre un arrière-plan. Je vais mettre un arrière-plan comme ceci. Bon, là, ça rend pas terrible. Je vais l'enlever. Sinon, je peux mettre par exemple peut-être une nombre de boîtes. Peut-être que ça sera un peu mieux. Et on va mettre un arrière-plan blanc. Comme ça, j'ai ma boîte qui va par-dessus l'image. Bon, il faudrait rajouter un peu des marges pour pas que ça soit collé ici. Et ça peut faire un effet qui est pas mal.
Bon là on arrive dans des effets de design qui sont avancés, donc si vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, évitez de faire des effets de chevauchement, surtout que sur mobile, parfois ça peut rendre quelque chose de pas terrible. D'ailleurs, en parlant de version mobile, on va voir comment gérer la responsivité de vos pages, c'est-à-dire comment faire pour qu'elles s'adaptent en fonction de vos appareils, si c'est une tablette ou un smartphone. Vous pouvez voir ici qu'on a un petit icône mode responsive, je clique dessus, et là j'ai ça qui apparaît, je vais pouvoir me mettre en tablette ou en smartphone. Moi ce que je vous conseille c'est de à chaque fois travailler en mode ordinateur et en mode mobile. Tablette, vous pouvez regarder aussi, mais ne perdez pas trop de temps dessus puisqu'il y a très peu d'utilisateurs qui naviguent avec une tablette. Et souvent, si c'est adapté pour mobile et ordinateur, ça le sera également pour tablette. Donc moi, je vais me mettre en mobile par exemple, et je peux regarder ma page, ce que ça donne en version mobile. Vous voyez ici que je peux modifier le zoom, et je peux modifier ici l'écart. Donc là, on a la largeur de l'écran. De base, on est sur 390 pixels, et on peut l'augmenter ou la diminuer. Donc moi, je vais rester comme ça. Et là, je vais pouvoir retravailler toute ma mise en forme. Puisque ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, par exemple, si je suis dans l'élément titre, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai ajouté une colonne. Je vais dans l'élément titre, par exemple. Si je vais dans les options, ici dans typographie, vous voyez que j'ai un petit icône. Et cette icône, dès qu'il apparaît, ça veut dire que vous pouvez modifier l'élément uniquement pour le type d'appareil. Donc là, ça va modifier uniquement pour mobile. Si je me mets sur 44 pixels, eh bien, si je repasse en mode ordinateur, le titre n'a pas bougé. Et ça sera uniquement modifié pour mobile. Donc ça, c'est très utile pour créer vos mises en page sur mobile et pour pouvoir définir les éléments. Vous voyez que cet élément apparaît à plusieurs endroits. Par exemple, l'alignement, je peux le modifier uniquement sur mobile également. Donc ça, vous allez le voir apparaître pour vraiment plein d'options et ça peut être utile pour les marges. Donc là, tout à l'heure, on a fait chevaucher des éléments et vu que j'ai mis une marge négative, vous voyez que là, le texte, eh bien, en fait, il apparaît même pas sur mobile puisqu'il sort de l'écran. Donc c'est pour ça que sur mobile, je ne vais pas pouvoir créer l'effet de chevauchement sur le côté, puisque les colonnes sont l'une en dessous de l'autre. Donc c'est pour ça qu'ici, je vais cliquer et que sur mes marges internes, je vais repasser à 0 et sur mes marges aussi. Comme ça, hop, j'ai mon texte qui apparaît bien centré. Mais là, mon chevauchement, si je veux, je peux très bien le créer vers le haut au lieu de le faire à gauche. Et donc là, je vais mettre une marge négative vers le haut, mais qui sera uniquement sur mobile. Vous voyez que j'ai ce petit icône qui est activé, donc ça veut dire que ça s'applique uniquement sur mobile. Et si je repasse sur PC, j'ai bien ma marge sur le côté. Et sur mobile, ma marge vers le haut. Ensuite, imaginons que moi, je veux conserver ma marge sur le côté et donc je veux que les deux colonnes soient côte à côte. Eh bien, c'est tout à fait possible. Là, je ne sais pas si on va voir grand-chose parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu. Mais des fois, par exemple, si vous avez juste deux photos et que vous voulez les mettre côte à côte, c'est possible. Pour cela, c'est tout simple. On clique sur l'icône de la colonne et on va pouvoir modifier la largeur de colonne uniquement sur mobile. Donc là, on va se mettre à 50%. Comme ça, elle prend que 50% de la largeur. Et pareil pour celle-ci. Donc là, voilà, la mise en forme n'est pas terrible du tout, mais dans certains cas particuliers, ça peut être utile de faire une mise en forme en deux colonnes, même sur mobile, puisque de base, quand vous avez une mise en forme en plusieurs colonnes sur PC, eh bien, les colonnes vont se glisser les unes en dessous des autres sur la version mobile. Je vais me remettre en mode mobile et je vais remettre une largeur par défaut. Donc voilà, je me mets à 100. Et on va avoir une autre option concernant les colonnes sur le mode responsive, c'est si vous voulez les inverser. Par exemple, imaginons que moi, l'image, dans mon cas, eh bien, je veux qu'elle soit en dessous du texte. C'est tout à fait possible. Je clique sur la section et dans Avancer, dans l'onglet Responsive, ici, je vais cocher Inverser les colonnes, soit sur tablette, soit sur mobile, soit les deux. Donc hop, si je coche, vous voyez que mes deux colonnes sont switchées. Et là, dans cet onglet Responsive, on a également la visibilité et on va pouvoir masquer certains éléments sur ordinateur, sur tablette et sur mobile. Par exemple, là, j'ai ma section. Donc si je coche Masquer sur mobile, j'ai tous mes éléments qui disparaissent d'un coup. Donc ça, c'est rare qu'on le fasse. Mais nous, ce qu'on va plutôt utiliser souvent, c'est de masquer un élément en particulier. Par exemple, ce paragraphe, imaginons que je ne veux pas qu'il apparaisse sur mobile. Eh bien, c'est très simple. Ici, je clique sur le petit crayon, je vais dans Avancer. Et à chaque fois, pour chaque élément, pour chaque widget, pour chaque colonne, pour chaque section, on a toujours l'onglet Responsive. Et on va toujours pouvoir masquer sur certains appareils. Donc là, je coche et vous voyez que mon texte est grisé. Et si je me mets comme ceci, pour prévisualiser, eh bien, mon texte a disparu. Et ce que je peux faire, c'est par exemple créer un texte différent sur mobile qui est un peu moins long pour qu'il prenne moins de place. Donc je l'ajoute ici. Là, je mets texte court pour smartphone. Là, dans ce cas particulier, ça ne serait pas très utile. Mais il y a certains cas où vous allez pouvoir mettre un élément différent en fonction du type d'appareil. Donc hop, je me rends dans Avancer. Et cette fois, celui-ci, eh bien, je vais le masquer sur ordinateur et tablette. Je veux qu'il apparaisse uniquement sur smartphone. Donc là, maintenant, si je me remets en mode PC, le texte court est grisé et je me mets comme ceci.
vous voyez qu'il n'est pas pris en compte sur PC. Donc voilà, c'est très important de travailler la version smartphone de votre site, puisque maintenant la plupart des gens naviguent sur Internet depuis leur téléphone. Donc c'est limite plus important le design sur téléphone que sur ordinateur. Maintenant, imaginons que j'ai terminé ma page. Eh bien, soit je peux cliquer ici directement sur publier pour qu'elle soit en ligne sur mon site. Donc c'est ce que je vais faire. Là, si je me rends sur l'URL de la page, j'ai bien ma nouvelle page créée avec Elementor qui est publiée. Ensuite, si je fais des modifications, par exemple que je retire cette section, eh bien pour que les mises à jour soient prises en compte, il va bien falloir cliquer sur mettre à jour juste ici. Donc si je clique sur mettre à jour, que je clique sur le petit œil ici pour prévisualiser directement les modifications, hop, j'ai bien ma section qui a disparu. Et imaginons que là ma page est publiée, j'ai des visiteurs qui sont dessus, mais je souhaite modifier quelques éléments. Par exemple, j'ajoute des nouvelles sections, hop, je vais ajouter juste une image. Voilà, comme ceci. Mais voilà, mes modifications, j'ai pas eu le temps de les terminer et je suis pas sûr de vouloir les publier. Eh bien, ce que je peux faire pour éviter de tout perdre, mais éviter que ça soit publié du côté public, c'est ici cliquer sur la petite flèche et cliquer sur enregistrer le brouillon. Si je me mets dans la prévisualisation, vous voyez que ça s'est actualisé et que si je descends, j'ai ma page. Mais si là, je me rends sur la page live, donc la page côté client, j'enlève ici l'URL de prévisualisation, je laisse juste page de test, je descends. Et là, j'ai mon image qui a disparu. Donc ça peut être très utile lorsque vous modifiez une page qui est déjà publiée et qui a déjà des visiteurs dessus. Et bien juste, vous enregistrez le brouillon. Comme ça, quand vous retournez dans Elementor, vous avez toutes vos modifications qui sont enregistrées. Mais côté client, la page n'a pas bougé. Hop, moi je vais fermer ça. Et vous avez vu également qu'on peut enregistrer directement comme modèle toute la page. Bon, ça, c'est pas très utile, puisque souvent, nos pages sont uniques, on ne va pas les dupliquer, sauf dans certains cas particuliers. Ensuite, le petit œil, on a déjà vu à quoi ça correspondait, c'est pour prévisualiser les modifications directement dans une nouvelle fenêtre. La plupart du temps, moi, ce que je fais, c'est directement, là, j'enlève le volet, et c'est pareil, c'est plus rapide, en moins, on a directement la prévisualisation, et on n'a pas besoin d'aller dans un nouvel onglet à chaque fois. Ensuite, historique, on va le voir ça maintenant, donc c'est très intéressant aussi. Là, ça va être toutes les actions que vous avez faites depuis le début de votre session sur Elementor. Vous voyez que moi, si je me rends ici, c'est là que j'ai commencé à créer ma page. Et bien, il y a tout qui est enregistré. Donc, je vais pouvoir retourner en arrière très facilement si j'ai fait une mauvaise action. Par exemple, si je veux remettre mon image que j'ai enlevée, hop, je clique ici et elle réapparaît. Donc là, si vous faites une mauvaise manipulation, vous allez voir que cette option, elle est très pratique. Moi, je vais me remettre sur ma version de base. Et ensuite, on a révision. Moi, dans mon cas, j'ai pas beaucoup de révision puisque c'est une page qui vient d'être créée. Mais en fait, ici, vous allez retrouver toutes les versions de vos pages précédentes. Donc, à chaque fois que vous cliquez sur mettre à jour ou sur publier, il y a une nouvelle version qui se crée. Et donc ça peut être très utile si, par exemple, vous avez une page, eh bien, vous la laissez pendant quelques jours. Et ensuite, vous modifiez tous les éléments et vous cliquez sur mettre à jour. Et quelques jours plus tard, vous vous rendez compte que en fait, vous préfériez l'ancienne version de votre page d'accueil. Eh bien, vous allez pouvoir retourner dans Révision et récupérer directement l'ancienne version de votre page d'accueil. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Appliquer et elle va se remettre automatiquement à jour. Et le dernier bouton qu'on retrouve en bas, qu'on n'a pas encore vu, c'est l'onglet Navigateur. Vous voyez ici qu'on a une petite fenêtre qui apparaît avec tous les éléments qui sont présents sur ma page. Ça va être pratique si vous avez vraiment beaucoup de widgets et que vous n'arrivez pas trop à vous y retrouver, vous n'arrivez pas trop à naviguer dans la page. Eh bien, vous allez pouvoir naviguer très facilement comme ceci. Et surtout, ça peut être pratique pour les déplacer. Par exemple, si mon call to action, donc la dernière section qui est juste ici, je veux la remonter tout en haut, la déplacer manuellement comme ceci et remonter petit à petit, ça va être un peu galère. Donc ce que je peux faire, c'est la sélectionner et rester appuyé, puis la glisser tout en haut. Et là, vous voyez qu'elle a disparu et qu'elle a apparu ici. Je vais la remettre en bas. Donc voilà, ça peut être vraiment très pratique pour déplacer des éléments entre différentes sections. Là, je suis en train de m'embrouiller dans mes trucs. Voilà, c'est bon. Bon, vous voyez que des fois, c'est un peu galère. Voilà, je suis revenu à ma version de base. Et à chaque fois, je peux cliquer sur la flèche pour dérouler et avoir ma colonne et ensuite mes différents widgets. À chaque fois, je peux décider de masquer une colonne ou une section et je peux réorganiser directement ici. Et si je clique, ça va m'amener directement au bon endroit. Par exemple, si je veux retourner à ma colonne, ça me remonte directement. Et là, j'ai un petit raccourci, soit pour tout ouvrir d'un coup, soit pour tout fermer d'un coup. Donc voilà, le navigateur, vous n'allez peut-être pas vous en servir très souvent, mais c'est important de savoir qu'il est là, notamment quand vous avez beaucoup d'éléments sur une page. Je vais le fermer. Le navigateur, ça fait partie des astuces que j'utilise pour gagner du temps. Et maintenant, on va voir toutes les astuces que j'utilise moi pour gagner du temps quand je construis une page sur Elementor.
Ça, je vais cliquer ici pour fermer et on va voir déjà le clic droit. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise à chaque fois. Quand je clique droit sur un élément, vous voyez qu'on a différentes options. Moi, ce que je vais utiliser le plus souvent, c'est dupliquer et le copier-coller. Donc c'est très simple, dupliquer, c'est tout simplement pour dupliquer un élément et ensuite vous pouvez le déplacer où vous le souhaitez. Et là, je vais l'effacer moi dans mon cas. Et le copier-coller, là, si vous faites juste un copier-coller, ça va être exactement pareil qu'un dupliqué, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez faire copier. Ici, je vais changer la couleur du titre pour que vous puissiez comprendre. Et je vais changer également, par exemple, la police. Imaginons voilà, que j'ai deux éléments, deux titres qui sont différents au niveau de la police et de la couleur. Eh bien, ce que je fais, c'est que je copie celui-ci. Et là, je vais pouvoir faire clic droit, coller le style. Et là, j'ai immédiatement tous mes réglages que j'ai fait dans l'onglet style qui vont s'appliquer à ce widget. Donc, pour que ça marche, il faut bien sûr que ça soit le même widget, un widget titre et un widget titre. Si là, je fais copier et que ici, je veux faire coller le style, ça ne marchera pas. Ben, si autant pour moi, ça a marché vu que ça concerne du texte. Mais si c'est, par exemple, une image ou quelque chose comme ceci, ça ne fera rien, c'est logique. Donc voilà, il faut soit que ce soit le même élément, soit que ça concerne du texte uniquement. Ensuite, comme raccourci que vous pouvez utiliser, vous pouvez avoir directement le navigateur qui apparaît. Bon, moi, je ne m'en sers pas honnêtement. Et pareil, vous pouvez, si vous êtes ici, faire un clic droit et modifier et accéder directement au réglage. Moi, pareil, je ne m'en sers pas. À chaque fois, je clique directement sur le petit crayon. Donc voilà, c'est surtout le dupliquer et le copier et coller le style qui est vraiment utile selon moi pour gagner du temps lorsque vous faites vos pages. Maintenant, on va voir la notion de police et de couleur globale. En fait, ça va être tout simplement pour définir une police et des couleurs que vous allez réutiliser plusieurs fois sur votre site. Donc ça, c'est important de le faire au début, de définir votre charte graphique, définir une ou deux couleurs que vous allez utiliser tout le temps et définir une police que vous allez utiliser par exemple pour tous vos titres. Donc une fois que vous avez sélectionné vos couleurs, c'est très simple, vous pouvez aller ici dans les réglages et là, on a réglage du site. Et vous voyez qu'on a couleur globale ou police globale. Donc moi, je vais aller dans couleurs. Là, on a des couleurs de base qui sont fournies par Elementor, mais moi, je peux en ajouter une personnalisée. Imaginons que c'est ce vert que je veux ajouter. Eh bien, je vais ajouter une couleur. Je vais le nommer couleur titre et ensuite, je vais définir ma couleur. Donc là, je ne sais pas comment récupérer exactement ce code couleur. Donc pour le faire, c'est très simple. Soit j'utilise ici la petite pipette et je peux cliquer par exemple sur l'élément. Donc là, hop, je vais cliquer sur le vert. Ça me récupère le code. Et voilà, j'ai défini ma couleur de titre. Et ensuite, je vais faire pareil pour couleur bouton. Et ici, pareil, je vais utiliser la petite pipette. Et vous voyez qu'on peut prendre soit la couleur de base, soit la couleur au survol. Donc, je prends la couleur de base. Et voilà, j'ai ma couleur de bouton. Donc maintenant, comment utiliser ça? Déjà, je vais cliquer sur mettre à jour et je vais revenir ici. Donc maintenant, si je crée un nouveau bouton et que je vais dans style, je peux aller dans couleur ici. Je clique sur la petite planète et j'ai mes nouvelles couleurs globales qui apparaissent. Voilà, ici, bouton. Donc hop, j'ai ma couleur automatiquement qui apparaît, c'est la bonne couleur. Et donc maintenant, ce bouton est lié à ma couleur globale. Donc vous voyez que la petite planète ici, elle est surlignée en bleu, alors qu'ici, elle est en blanc. Donc dès que c'est en bleu, ça veut dire qu'une couleur globale est activée. Et donc, vous allez pouvoir la modifier directement depuis l'onglet réglage du site. Et ça va s'appliquer pour tous vos boutons. Donc je vais le faire avec plusieurs d'entre eux pour que vous puissiez voir. Je vais l'attribuer à une couleur globale également. Et celui-ci aussi. Enfin non, celui-ci, je vais le laisser comme ça on verra la différence. Hop, je retourne dans réglage du site, dans couleur globale. Et imaginons que je veux changer la couleur de tous mes boutons d'un coup. Eh bien, c'est très simple, j'ai juste à changer la couleur globale. Alors là, ça ne change pas, mais c'est juste un problème de prévisualisation, je pense. Là, si je clique sur mettre à jour et que je vais voir ma page, normalement, la couleur aura changé. Voilà, la couleur des boutons ici a changé, mais pas celle-ci, puisque mon bouton n'était pas lié à une couleur globale. Ensuite, on va voir, c'est pareil pour les polices. Donc, soit vous pouvez les créer directement ici, créer vos polices de titre ou ajouter une nouvelle police. Soit sinon, c'est pareil pour les couleurs, vous pouvez directement les créer depuis le widget. Par exemple, ici, si je suis sur mon titre, là, imaginons que je veuille modifier ma typographie. Donc, je modifie la police, je modifie un peu la taille et je mets souligné. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux cliquer ici sur le petit plus et ça va créer ma nouvelle police globale. Donc là, je vais marquer titre. Comme ça, je sais que c'est ma police de titre et je clique sur créer. C'est pareil pour les couleurs. Vous pouvez directement ici créer une nouvelle couleur globale. Et une fois que ma typographie globale est créée, je peux aller sur mon titre ici, cliquer sur modifier et là, prendre ma police qui vient d'être créée. Donc ça peut vous faire gagner du temps, enfin ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Comme ça, dès que vous glissez un titre,
eh bien, vous n'avez pas besoin de remodifier tous les paramètres du titre. Là, si je me mets ici, hop, un titre neuf, eh bien, je vais dans Style, je clique ici, et hop, je prends, et ma bonne mise en forme est prise en compte. Et là, ça concerne uniquement la police, hein. Si je veux que ma couleur soit également prise en compte, je vais ici, et je vais rechercher celle que j'ai prise tout à l'heure, couleur titre, et voilà. J'ai ma couleur et ma mise en forme qui sont bonnes en quelques secondes. Mais vous pouvez également faire un modèle par défaut pour d'autres éléments, pour le titre, mais aussi pour les boutons, par exemple. Pour cela, je vais dans Réglages du site et dans Style du thème. Donc parfois, ça peut rentrer en conflit avec votre thème et ne pas être pris en compte. Je vous montrerai tout à l'heure 2 cases à cocher pour que ça soit pris en compte. Donc là, on va le faire pour le bouton. On va dire que mon bouton, par défaut, je veux qu'il ait une typographie Arial. La couleur de l'arrière-plan, on va le mettre en noir et la couleur du texte en blanc. Je vais cliquer sur Mettre à jour. Et maintenant, si je retourne sur mon éditeur et que je vais glisser un nouveau bouton, il aura les réglages que je viens de définir. Vous voyez qu'il est en noir avec la police en blanc. Donc c'est pareil, une fois que vous avez défini votre modèle de bouton, eh bien, créez-le directement dans les réglages du site. Comme ça, à chaque fois que vous glissez le widget bouton, il y aura la bonne mise en forme et vous aurez exactement la même mise en forme sur toutes vos pages très facilement. La petite option pour être sûr que les réglages soient pris en compte et que ça ne rentre pas en conflit avec le thème, on va aller le voir tout de suite. On va retourner ici, on va revenir à l'éditeur WordPress et on va aller dans les réglages d'Elementor, juste ici dans réglages. Et vous voyez que ces 2 cases, moi, elles sont cochées. Et bien, cochez-les également. Vous désactivez les couleurs par défaut et les polices par défaut. D'ailleurs, maintenant que je suis retourné dans le back-office WordPress, je vais vous montrer un deuxième raccourci que j'utilise très souvent. C'est quand vous êtes sur une page, là je suis sur ma page d'accueil, et bien vous avez juste à cliquer sur le bouton modifier avec Elementor pour revenir tout simplement dans cette section avec vos widgets et pour pouvoir modifier votre page très facilement. Donc ça va vous faire gagner également beaucoup de temps. Vous n'avez pas besoin de retourner ici dans le tableau de bord et d'aller directement sur la page manuellement. Vous pouvez directement cliquer ici. Et la dernière option qu'on va voir pour gagner du temps, c'est ce qu'on appelle le Finder Elementor. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur CTRL-E et vous voyez que vous avez une barre de recherche qui apparaît. Donc cette barre de recherche, vous pouvez la faire apparaître n'importe où quand vous êtes sur votre site et vous allez pouvoir trouver n'importe quel élément que vous avez construit avec Elementor. Donc moi, par exemple, si je veux retrouver ma page de test, eh bien ici, je tape test et j'ai page de test et ensuite, j'ai différents éléments qui apparaissent. Donc si je clique sur page de test, hop, je reviens directement au bon endroit pour pouvoir modifier ma page. Donc ce Finder, il est vraiment très pratique, même si ici, vous voulez aller directement sur notre page, eh bien vous pouvez y aller. Une fois que par exemple j'ai fini de modifier cette page, si je veux modifier la page Nos services, eh bien je clique sur Services et je vais pouvoir modifier ma page Nos services. Voilà, très facilement. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que je vais vous présenter les différents widgets. On va y passer assez rapidement pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Mais ça, je l'ai fait en fin de vidéo puisque j'estime que c'est pas le plus intéressant. Ça, vous pouvez le faire par vous-même. Vous avez juste à chaque fois à glisser, déposer un widget et voir les différentes options qui sont disponibles. Là, on a vraiment vu maintenant toutes les options de base, tout ce que vous devez savoir sur Elementor. Donc voilà, la section widget, présentation des widgets. Si vous voulez la passer, vous pouvez la passer. Mais je vous conseille par contre d'aller à la dernière section de la vidéo où je vous présente encore 2 petites astuces sur Elementor. Et vous allez voir qu'elles sont vraiment très bien. Ça va vous permettre de modifier votre en-tête et votre pied de page avec Elementor. Et la deuxième astuce, ça va vous permettre d'ajouter vraiment de nombreux widgets, dont certains qui sont disponibles uniquement sur la version Pro. Et bien là, vous allez pouvoir les obtenir gratuitement. Donc je vous conseille d'aller à la fin de la vidéo si cette partie où je présente en détail les différents widgets vous intéresse pas. Et pour ceux que ça intéresse, donc on va voir les widgets principaux. On a la vidéo, donc là c'est très simple. Si je la glisse ici, je vais pouvoir ajouter une vidéo, soit sur YouTube, Vimeo ou auto-hébergé. Auto-hébergé, je vous déconseille puisque ça va vraiment alourdir le poids de la page et ça va ralentir son temps de chargement. Donc il faut l'héberger sur une plateforme à part. Donc YouTube, c'est très bien. Vous pouvez mettre le lien, choisir une heure de début et une heure de fin, mettre une lecture automatique, muet, en boucle. Donc voilà, je vous laisserai explorer les différentes options. Et une option qui est intéressante, c'est superposition d'images. C'est si vous voulez que la miniature, ça soit autre chose que la miniature par défaut sur YouTube. Par exemple, vous pouvez créer une image et cliquer ici avec une flèche vers le bouton de lecture pour inciter vos visiteurs à lire votre vidéo. Hop, je vais la retirer. L'élément bouton, on l'a déjà vu. L'élément séparateur, je vais retourner sur une autre page pour que ça soit un peu plus clair. Je vais retourner sur ma page de test, tout simplement. Et là, si je veux mettre un séparateur, par exemple, entre mon titre et mon bouton, eh bien, je glisse plutôt ici. Et vous voyez que j'ai une petite ligne qui est apparue. On va la mettre en blanc pour qu'elle ressorte un peu mieux. Et on va pouvoir augmenter sa taille. Là, je peux augmenter le style, je peux modifier, pardon, le style de la barre, par exemple pointillé. On a différents séparateurs, voilà, zigzag qui peut être utilisé. Et après, vous allez pouvoir réduire et le centrer
pour faire voilà, quelque chose comme ceci. Vous pouvez également ajouter du texte au milieu ou une icône. Hop, je vais retirer. Ensuite, on a l'élément espaceur. Là, c'est tout simplement pour ajouter de l'espace entre différents widgets. Moi, ça, je n'utilise pas trop. Je vous conseille plutôt d'utiliser les marges, donc les marges internes pour ajouter de l'espace, parce que ça permet de générer moins de code et donc d'éviter d'alourdir la page. Donc si vous voulez ajouter de l'espace entre deux éléments, eh bien c'est beaucoup mieux de cliquer sur cet élément en question et de rajouter de la marge ou de la marge interne. Google Maps, c'est pour intégrer une carte très facilement. Je vais mettre tout en bas, imaginons que je veux intégrer ma carte. Eh bien ici, je vais pouvoir taper mon adresse, définir le zoom par défaut de la carte et définir une hauteur minimale. Ensuite, icône, c'est pour ajouter un icône tout simple. Bon, ça, c'est pas très utile. Juste un icône comme ça tout seul, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais on a la boîte d'icônes et la liste d'icônes qu'on va voir juste après et qui là sont plutôt intéressants. Donc je descends, ici on a les onglets pro, on va pas les voir. Et on a l'onglet général avec encore pas mal de widgets supplémentaires. On a la boîte d'image ou la boîte d'icônes, donc c'est ce que je viens de vous parler précédemment. C'est exactement pareil, sauf que là on va mettre une image et là on va mettre un icône. Donc là hop, je vais glisser boîte d'icônes et on va ajouter des nouvelles colonnes et on va copier-coller à chaque fois. Et donc là, je vais pouvoir très facilement ajouter mon icône. Par exemple, si je veux mettre que c'est la livraison gratuite, eh bien je mets un camion. Et ici, dans mon titre, je mets livraison gratuite. Et ensuite, je peux mettre un texte, un lien. Et je peux modifier le style, modifier l'espacement, modifier la taille de l'icône. Et pareil, pour le contenu, je peux modifier l'espacement et la typographie. Donc là, par exemple, si vous avez un site e-commerce, vous pouvez marquer livraison gratuite, paiement sécurisé avec un logo de cadenas et support client 7 jours sur 7 avec un logo de support client. Vous pouvez directement téléverser vos logos. Donc ça, on active l'option. Et là, vous allez pouvoir téléverser les logos que vous souhaitez. Si vous souhaitez télécharger des logos, je vous recommande un site qui est Flaticon. Et vous accédez à une bibliothèque gratuite d'icônes. Par exemple, là, si je mets Truck, comme tout à l'heure, eh bien, vous avez plein d'icônes que vous allez pouvoir télécharger. Et si je clique dessus, j'ai juste à cliquer sur SVG. Et là, je vais pouvoir l'importer directement ici. Hop, je vais retirer cette section. Je vais retourner ici. On va aller voir notation par étoile. On ne va pas le voir, c'est pas très intéressant. C'est juste pour mettre des étoiles. Carrousel d'images, c'est pour ajouter plusieurs images et les faire défiler. Une galerie, ça va être une galerie d'images avec des images côte à côte. Liste d'icônes, ça je l'utilise également. Par exemple, dans le pied de page, eh bien, vous pouvez mettre un icône de téléphone en cliquant ici. Hop, on va mettre phone. Tac. Et vous marquez votre numéro de téléphone. Pareil ici, email et par exemple les horaires d'ouverture. Et vous avez différentes options de mise en forme que je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Ensuite, on a compteur et barre de progression. Ça peut être intéressant si vous avez des chiffres à mettre en avant. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Vous voyez que là, on arrive à un certain chiffre. Par exemple, si vous avez un site vitrine, vous pouvez marquer votre nombre de clients. Vous mettez par exemple 145 et en dessous, vous marquez client satisfait. Et vous pouvez ajouter un petit préfixe, par exemple plus de 145 et également un suffixe. Et ensuite, on a la barre de progression. Là, c'est un peu différent. C'est plutôt pour mettre en avant des compétences, comme vous le voyez. Et c'est pareil, si vous êtes un prestataire, eh bien, vous pouvez mettre vos différentes compétences avec un pourcentage qui représente votre degré de compétence dans ce domaine. Je vais enlever les différents éléments. Ensuite, on a onglet pour créer différents onglets. Accordéon et va-et-vient. Hop, c'est à peu près pareil. Accordéon, voilà, quand on clique dessus, vous voyez qu'on dévoile du texte. La différence entre accordéon et va-et-vient, c'est que si dans accordéon, si je clique sur le numéro 2, ça va fermer le premier, tandis que va-et-vient, ça va laisser tout ouvert. Donc là, il y a juste à chaque fois un onglet qui est ouvert, tandis que va-et-vient, il peut y en avoir plusieurs. Et vous pouvez très facilement modifier le titre et le contenu qu'il va y avoir à l'intérieur. Ça peut être utile pour une FAQ. Et bien ici, vous mettez toutes les questions dans le titre, et comme ça, la personne voit directement les différentes questions et elle peut cliquer pour dévoiler la réponse de celle qui l'intéresse. Icônes réseaux sociaux, ça peut être intéressant dans un pied de page. Je vais vous mettre les icônes vers les différents réseaux sociaux avec le lien. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des widgets d'Elementor. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un dernier petit réglage et ensuite, je vais vous présenter les deux astuces dont je vous ai parlé précédemment. Je retourne ici dans l'éditeur WordPress et on va aller dans Elementor outils et vous allez voir qu'on a quelques options cachées. Déjà, si un jour vous avez fait des mises à jour de plugins, notamment une mise à jour d'Elementor, et quand vous retournez sur votre site, vous voyez qu'il y a votre contenu, mais la mise en forme a changé. Par exemple, la couleur de vos boutons, elle a changé, c'est pas celle que vous avez mis par défaut. Eh bien, vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton, régénérer le fichier CSS, et normalement, toute la mise en forme correcte va se rétablir. Donc ça peut être utile en cas de problème. Et pareil, le mode sans échec, c'est si vous avez fait une mise à jour et que vous n'arrivez pas à charger Elementor, c'est-à-dire que votre page, elle se charge en mode public,
mais dès que vous voulez la modifier avec Elementor, eh bien, il y a un bug. Eh bien là, vous allez pouvoir activer le mode sans échec. Et ce que ça va faire, c'est que ça ne va pas changer le thème ni les extensions. Et donc là, si en mode sans échec, ça marche, eh bien vous savez que le problème vient du thème ou d'une extension, et vous allez devoir les désactiver une par une pour voir d'où vient le problème et quelle extension vous empêche de charger Elementor. Et ensuite, on a l'option mode maintenance, donc ça qui peut être intéressante également. Vous allez pouvoir créer un modèle de page. Donc vous avez juste à cliquer sur ce lien, vous allez pouvoir créer votre modèle avec Elementor. Et ensuite, vous allez pouvoir créer une page de maintenance, c'est-à-dire que vos visiteurs, eh bien, au lieu d'accéder à votre site, ils vont accéder à la page de maintenance. Là, vous voyez qu'on a deux différences. On a arrive bientôt. Donc là, en fait, ça va être différent uniquement du point de vue de Google. Ça veut dire que votre site va pouvoir être indexé, donc que Google va pouvoir naviguer sur votre site. Tandis que maintenance, eh bien, même Google ne pourra pas naviguer sur votre site et donc ne pourra pas explorer les différentes pages. Donc là, c'est vraiment quand vous êtes au tout début de la création pour éviter que Google navigue sur votre site alors que rien n'est encore fini. Mais vous voyez que c'est indiqué ici de ne pas utiliser ce mode plus de quelques jours, puisque si votre site est déjà en ligne, Google risque de les désindexer ou de faire perdre des positions au site s'il reste en mode maintenance trop longtemps. Donc voilà, ça c'est vraiment d'un point de vue référencement que c'est important. Maintenant, je vais vous présenter les deux astuces dont je vous avais parlé précédemment. Donc la première, c'est pour créer un en-tête et un pied de page avec Elementor. Et la deuxième, c'est pour avoir de nombreux widgets supplémentaires, dont certains qui sont normalement uniquement disponibles dans la version pro, directement dans la version gratuite d'Elementor. Pour cela, on va installer un plugin. On va taper Zeus Elementor. Et moi, il est déjà installé. Je vous invite à l'installer puis l'activer. Vous voyez qu'on n'a que 70 installations. C'est parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, le plugin est sorti il y a seulement 2 jours. Donc pour l'instant, il est très peu connu. Mais vous allez voir que vu le nombre d'options qu'il ajoute, il va très vite être beaucoup plus connu. Donc une fois que c'est activé, on a l'onglet Zeus Elementor qui est ajouté. Je vais cliquer dessus. Et là, ce qui est intéressant, c'est pouvoir créer mon en-tête et mon pied de page avec Elementor. Pour cela, j'ai juste à créer un modèle et ensuite à le sélectionner. Donc pour créer un modèle, c'est très simple. Je peux cliquer ici. Là, j'ai mes modèles que moi, j'avais créés directement depuis Elementor tout à l'heure. La section accueil, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'avait enregistré en tant que modèle. Mais là, je vais pouvoir en créer un nouveau. Pour cela, je clique ici sur ajouter. On va créer une section et on va taper par exemple footer. Nous, on va créer une autre pied de page. Ici, je vais faire un pied de page en 3 colonnes. Je vais vraiment aller très rapidement. Hop, je vais mettre une couleur noire. Alors, je vais mettre la couleur du thème. Et je vais mettre des boîtes d'icônes. Vous voyez que de base, mon footer, c'était ça. Et là maintenant, si je clique sur publier, que je retourne ici, que j'actualise, hop, je peux sélectionner mon modèle, faire sauvegarder. Et si je vais voir mon site, j'ai bien mon nouveau pied de page qui a été construit avec Elementor. Et maintenant, je vais me mettre sur cette page, je vais cliquer sur modifier avec Elementor et on va voir tous les nouveaux widgets qui ont été ajoutés grâce à ce plugin. Hop, je vais descendre en bas et je vais aller ici, je ferme basique, je ferme pro, je ferme général et on a un nouvel onglet qui s'appelle Zeus Element. Je ne vais pas tous vous les présenter, je vous laisserai regarder par vous-même. Je vais vous en présenter 2-3 qui selon moi sont très bien. On a par exemple Animated Aging. Donc là, ça va créer un titre qui est animé. Vous voyez que je peux mettre mon préfixe, mon titre qui va être animé. Donc vous voyez que le mot change à chaque fois. Juste à taper plusieurs mots et à les séparer par des virgules. Et ensuite, j'ai le suffixe. Vous pouvez changer le style. Par exemple, là, Typed, ça fait comme si le titre était tapé. Et vous pouvez modifier les délais dans Animation Options. Je vous laisserai explorer, parce que là, c'est un peu rapide. On n'a pas trop le temps de lire. Mais ça, vous pouvez le ralentir très facilement en modifiant ici les différents délais. Donc voilà, ça vous permet de créer très facilement un titre animé et vous pouvez être créatif. Par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas, mon site est, et là vous allez mettre plusieurs adjectifs juste après, à la suite, séparés par des virgules. Hop, on va effacer et on va retourner ici. Blog, c'est pour lister des articles de blog, donc carrousel ou grid. Carrousel, c'est vous allez pouvoir faire défiler les articles de blog et grid, ça va être une grille. Donc ça peut être intéressant également. Countdown, c'est un compte à rebours, c'est pareil, c'est un plugin qui peut être intéressant dans un site e-commerce. Si vous avez quelque chose à vendre et que vous avez une promotion, eh bien vous mettez un compte à rebours pour dire que la promotion se termine dans 24 heures par exemple. Mailchimp, pour intégrer très facilement Mailchimp à Elementor, vous aurez juste à copier-coller votre clé API. On a Modal, ça c'est très intéressant, c'est pour créer une pop-up. Donc là, si je clique par défaut, ça va m'ouvrir une pop-up lorsque je clique sur le bouton. Donc je peux très facilement modifier le contenu, je vais dans Modal et là, j'ai le texte que je peux modifier qui va apparaître uniquement quand je clique sur ce bouton. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre du texte, vous pouvez faire apparaître un modèle. Donc ça, c'est très intéressant. On va dans Style, non, dans Content,
et on met template. Là, je vais pouvoir choisir mon modèle, par exemple section accueil. Et si je clique, j'ai mon modèle section accueil qui va pouvoir apparaître. Donc ça, dans certains cas, ça peut être vraiment très utile. Ce qui est également intéressant avec ce widget, c'est qu'on peut soit l'ouvrir au clic, soit sinon on peut l'ouvrir à partir d'un certain temps automatiquement. Donc quand l'utilisateur est sur la page, ça va ouvrir la pop-up. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Exit Intent. Donc je vais vous montrer à quoi ça correspond. Ici, on va ajouter les cookies pour éviter qu'elles s'ouvrent plusieurs fois. Et on va cliquer sur mettre à jour. Maintenant, si je fais prévisualiser, vous voyez, j'ai rien qui a été ajouté sur ma page. Mais par contre, si je veux quitter la page, hop, j'ai la pop-up qui apparaît automatiquement. Et ça peut être très intéressant. Vous mettez, par exemple, ne partez pas d'ici maintenant, je vous ai réservé une surprise. Utilisez le code de réduction surprise pour obtenir 10% de promotion. Donc ça peut être utile si vous avez une boutique en ligne, par exemple. Mais il y a plein de cas d'application où les pop-up Exit Intent sont très utiles. Donc je vous conseille de l'utiliser. On peut également créer un tableau directement ici. Et on a des options de WooCommerce. Par exemple, pour créer un bouton ajouter au panier personnalisé, hop, j'ai juste à glisser ici, à sélectionner mon produit. Et ensuite, je peux modifier le texte, l'icône, et donc ajouter un bouton ajouter au panier sur n'importe quelle page, à n'importe quel endroit de mon site. Et ça peut être très pratique également dans certains cas. Par exemple, si je veux faire une page de vente spécifique pour un produit, eh bien, je vais pouvoir créer toute ma page avec Elementor, mettre les différentes photos de mon produit et à la fin, cliquer sur ajouter au panier. Donc voilà, je vous laisserai explorer les différents widgets qui ont été ajoutés avec ce plugin. Vous allez voir que vous pouvez faire vraiment des choses très intéressantes. Je vais juste vous en montrer un dernier auquel je n'avais pas pensé. C'est pour comparer deux images. Voilà, image comparaison, hop, je vais le glisser. Et je vais mettre une image avant et une image après. Donc je vais prendre deux images au hasard. Voilà, et l'image après. Et là, si je me mets ici, vous voyez que l'utilisateur peut glisser pour voir le avant-après. Ça peut être très utile. Par exemple, si vous avez fait une refonte d'un site, eh bien vous mettez un screenshot du site avant et un screenshot du site après. Et souvent, les avant-après, c'est très bien en termes de marketing. Ça marque vraiment le coup. Et donc, ça peut être pratique dans plein de cas d'utilisation. Ça, c'est vraiment un widget très intéressant. Surtout qu'on a différentes options. On peut modifier le label, c'est-à-dire le titre qui est ici, donc avant et après, pour le mettre en français. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et dans les réglages, on peut mettre en mode vertical si vous avez plutôt une image qui se révèle dans ce sens. Et le visible ratio, donc de base, c'est 50-50. Mais si vous voulez que la première image soit à peine dévoilée, vous pouvez faire comme ceci. Ou si vous voulez que ce soit la deuxième qui soit à peine dévoilée, vous pouvez faire comme ceci. Moi, je vais rester sur 50-50 et sur horizontal. Donc ce widget, selon moi, c'est quelque chose qui est très intéressant en termes de marketing pour pouvoir faire des avant-après. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à maîtriser Elementor. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress, c'est le bouton juste en dessous. Comme ça, vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.